Si vous aviez 20 ans dans les années 80, la Peugeot 205 GTI était sur un poster au mur de votre chambre. La moquette rouge, le petit volant, ce grondement rauque au démarrage qui prévenait tout le quartier. La première voiture qui faisait rêver et qu'on pouvait, un jour, s'offrir. Derrière ce rêve, il y avait un géant. La 205 a sauvé Peugeot de la faillite, s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires et, en version GTI, a fait de la France une double championne du monde des rallyes. Elle a survécu à l'interdiction du groupe B, survécu aux sables du Dakar, survécu à une épidémie de vol et au durcissement des normes. Et puis, après 15 ans, la sportive la plus aimée de France a disparu du catalogue, sans un mot, sans une cérémonie. Comment une voiture qui trônait au mur de chaque chambre d'adolescent a-t-elle pu s'éteindre aussi discrètement ? Chapitre 1er, le numéro de la dernière chance. Cette histoire commence, comme beaucoup d'histoires industrielles françaises, par une peur. Non pas la peur d'un ouvrier devant une grille fermée, cela viendra ailleurs, dans d'autres récits. Ici, c'est la peur d'un dirigeant qui ouvre les comptes de son groupe, à la fin des années 70, et qui comprend une chose simple et terrible. Peugeot est en train de mourir. Il s'appelle Jean-Paul Parère. Il dirige PSA, ce groupe né de l'appétit d'une vieille maison réputée pour sa gestion prudente, en bon père de famille. Sauf que le bon père de famille a beaucoup trop mangé. En 1975, Peugeot a absorbé Citroën. En 1978, il a racheté les débris européens de Chrysler, rebaptisés Talbot. Puis, en 1979, le second choc pétrolier est venu frapper exactement au moment où il ne fallait pas. Le groupe qui devait devenir un géant se retrouve au bord du gouffre, lesté de marques qui perdent de l'argent, avec une gamme qui vieillit, et des banques qui commencent à compter les jours. Il faut comprendre ce que représente ce moment. Peugeot, ce n'est pas une entreprise comme une autre. C'est une dynastie, une maison de Franche-Comté, une manière française de faire les choses avec sérieux et sans esbrouffe. Le lion sur la calandre, c'était plus qu'un logo. C'était une promesse de solidité. Et cette maison-là, en 1979, joue tout simplement sa survie sur un seul projet. Un projet lancé en interne, dès 1977, sous un nom de code, M24. Le cahier des charges tient en quelques lignes, mais chacune est un pari. Une voiture de moins de 3,80 m. Aérodynamique, parce que l'essence coûte cher et que le vent, désormais, se paie. 4 roues indépendantes pour la tenue de route. Capable de recevoir toute la gamme de moteurs du nouvel ensemble PSA. En somme, une petite voiture moderne, économe, agréable, celle qui devra, à elle seule, sauver le groupe. On n'avait pas le droit de se tromper. On n'avait surtout pas les moyens de se tromper 2 fois. Au sommet de la marque Peugeot, le numéro 2 du groupe, l'homme qui portera ce projet à bout de bras, s'appelle Jean Boyau. C'est un dirigeant d'une autre trempe, de ceux qui croient encore qu'une automobile doit avoir un caractère et pas seulement un prix de revient. Sous son autorité, 2 hommes vont donner à cette voiture son visage et son âme. Le premier dessine l'extérieur, Gérard Velter, né en 1942, un styliste passionné qui travaille dans l'atelier de la Garenne-Colombe et qui, le week-end venu, construit de ses propres mains des voitures de course pour les 24 heures du Mans. Un homme qui ne dessinait pas des carrosseries, il dessinait des émotions. Le second, Paul Braque, s'occupe de l'intérieur, cet habitacle qui restera gravé dans la mémoire de toute une génération. Le tout sous la direction de Michel Forichon. Et c'est là qu'intervient la première rupture. Une rupture que le grand public ne verra jamais, mais qui dit tout de l'état d'esprit de la maison. Depuis 1951, aucune Peugeot de série n'avait été dessinée sans la signature d'un carrossier italien. Pininfarina. Turin habillait Peugeot. C'était une évidence, presque un article de foi, une élégance importée que la marque payait comme un gage de bon goût. Or, pour la M24, la direction organise un duel. D'un côté, les Italiens de Pininfarina, forts de 30 ans d'histoire commune, de l'autre, l'équipe interne de Gérard Velter, des Français qui n'ont rien à perdre et tout à prouver. Le duel dure plus de 2 ans. 2 ans de maquettes en argile, d'esquisses reprises 100 fois, de disputes feutrées dans les couloirs. Et fin 1979, la direction tranche. Pour la première fois depuis près de 30 ans,
une Peugeot ne portera pas la main de Pininfarina. C'est la proposition de Velter qui l'emporte. Les Italiens, eux, n'obtiendront qu'un lot de consolation, le cabriolet, qui sera baptisé plus tard le CTI. C'est à ce moment, dit-on, que Jean Boyau lance à ses équipes une phrase restée célèbre dans les couloirs de Sochaux. Une phrase qui n'a rien d'un slogan publicitaire, et tout d'un aveu. Si nous ne réussissons pas avec cette voiture, nous sommes morts. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient réussir au-delà de tout ce qu'ils osaient espérer. La production démarre à l'usine de Mulhouse, en Alsace, en novembre 1982. La présentation au public a lieu le 24 janvier 1983. La publicité la baptise d'un surnom qui va lui coller à la peau. Le sacré numéro. La formule est habile. Elle joue sur le chiffre, sur l'affection, sur ce petit air d'insolence qui convient si bien à la voiture. En interne, on avait prévu d'en fabriquer 1 600 000 exemplaires sur toute sa carrière. On pensait viser haut. On visait en réalité beaucoup trop bas. Car la petite voiture censée sauver Peugeot va s'en vendre à plus de 5 millions d'exemplaires. Elle ne va pas seulement redresser les comptes, elle va littéralement ressusciter la marque. Le pari désespéré d'un groupe au bord de la faillite était devenu le plus grand succès de son histoire. Les banquiers qui comptaient les jours se sont mis à compter les bénéfices. Il faut mesurer ce que fut ce lancement. Dans un pays encore marqué par la grisaille des années de crise, par les files d'attente aux stations-service et le doute sur l'avenir, la 205 apportait quelque chose de neuf, de la ligne, de la gaieté, une modernité sans arrogance. Elle plut immédiatement. Elle se vendit dès les premiers mois, plus vite que les chaînes de Mulhouse ne pouvaient la produire. On la voyait partout, devant les écoles, sur les parkings des supermarchés flambant neufs, dans les cortèges de mariage. Le pari de Jean Boyau, ce pari de la dernière chance lancé la peur au ventre, était en train de se transformer en triomphe national. Mais l'histoire que nous racontons ce soir n'est pas celle de la petite voiture qui a sauvé Peugeot. C'est celle d'une version particulière de cette voiture. Une version que personne, au tout départ, n'avait vraiment placée au centre du projet. Une version qui allait devenir, pour toute une génération de Français, bien plus qu'une automobile. Chapitre 2. 130 chevaux, 860 kg. Il faut imaginer l'Europe automobile du début des années 80. Depuis 1976, une Allemande règne sans partage sur un territoire tout neuf, celui de la petite voiture qui va vite, la Golf GTI. Une compacte sage, transformée en fusée civilisée. Elle a créé un genre et elle en est la reine incontestée. Pour Jean Boyau, l'homme qui avait juré de sauver Peugeot, laisser Volkswagen occuper seul ce terrain était tout simplement impensable. Il voulait sa réponse, il voulait sa GTI. Au sein de la maison, l'idée trouve ses défenseurs. Parmi les souvenirs de Gérard Velter figure le nom d'un cadre de Sochaux, Bruno de Guibert, compté parmi ceux qui, en interne, ont poussé pour que cette version sportive existe vraiment et ne reste pas une simple note d'intention. Car une GTI, dans une entreprise qui vient de frôler la faillite, ce n'est pas une évidence comptable. C'est un supplément d'âme qu'il faut défendre pied à pied contre ceux qui ne voient que la ligne de coup. Il s'est trouvé, chez Peugeot, des hommes pour la défendre. Elle arrive en 1984. Un premier moteur, un bloc d'1,6 litre, développant 105 chevaux. C'est déjà vif, déjà joueur, déjà capable de faire sourire bêtement au volant. Mais la maison n'en reste pas là. Au millésime 1987, une culasse à plus grosse soupape porte ce même moteur à 115 chevaux. Et surtout, en janvier 1987, arrive la reine des reines, la GTI 1,9 litre. 130 chevaux, des freins à disque aux 4 roues et, sur la balance, un poids qui varie, selon les finitions, entre 875 et 910 kg. Il faut s'arrêter sur ces chiffres, parce que tout est là. 130 chevaux, moins de 900 kg. Aujourd'hui, la plus modeste des citadines pèse davantage et n'offre pas cette puissance. À l'époque, c'était un rapport entre le poids et la puissance presque indécent. Le résultat, le 0 à 100 km/h abattu en environ 7 secondes 8, une pointe voisine de 206 km/h. Des chiffres qui, pour une petite 3 portes vendue au prix du peuple, tenaient du prodige. Mais les chiffres ne disent pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la sensation.
Ceux qui l'ont conduite en parlent encore comme d'une drogue, avec cette lumière particulière dans le regard des gens qui évoquent leur jeunesse. Le petit volant qui remontait presque sur les cuisses, la direction qui parlait, qui renvoyait à la paume chaque aspérité de la route, le train à vent qui plongeait dans les virages avec une précision de scalpel. Le grondement un peu rauque au démarrage, ce bruit qui prévenait le quartier que quelque chose d'un peu sérieux venait de s'éveiller. Cette impression, unique, de conduire un kart lancé sur route ouverte, où le moindre mouvement du poignet se traduisait instantanément dans la trajectoire. La 205 GTI ne roulait pas, elle dansait. Et puis, il y avait l'autre visage, le visage sombre. Cette légèreté extrême, ce train arrière volontairement allégé pour gagner en agilité, avait une contrepartie. Un défaut, ou plutôt un tempérament. Les Britanniques, qui l'ont adoré autant que redouté, lui ont donné un surnom qui glace le sang, la faiseuse de veuves. En cause, un comportement bien connu des passionnés, le survirage au lever de pied. En français, cela sonne presque technique. Dans la réalité, cela veut dire ceci. Lancer fort dans une courbe, si le conducteur pris de doute relâchait brusquement l'accélérateur, l'arrière de la voiture se dérobait. Il partait, d'un coup, sans prévenir, surtout sous la pluie. Les témoignages abondent, tous semblables, presque interchangeables. Un rond-point mouillé pris avec un peu trop de confiance. Le pied qui se lève une fraction de seconde. Et la voiture qui pivote vers le trottoir, vers le lampadaire, vers le fossé. De cette expérience, les propriétaires ont tiré une règle de survie, transmise entre initiés comme un secret de famille. On ne lève pas le pied. On accompagne. On accélère même, parfois, quand tout, dans le corps, hurle de freiner. Il fallait faire confiance à la voiture au moment précis où l'instinct commandait d'en douter. Voilà, peut-être, le cœur du mythe. Car cette voiture-là ne pardonnait pas la médiocrité. Elle exigeait des mains. Elle demandait le respect. Et c'est précisément parce qu'elle était un peu dangereuse qu'elle est devenue légendaire. On ne se vante pas d'avoir apprivoisé une voiture facile. On se souvient toute sa vie d'avoir dompté celle qui pouvait vous mordre. Elle triait ses conducteurs, et ceux qu'elle avait choisis lui restaient fidèles pour toujours. Le petit liseré rouge sur les flancs, la moquette rouge dans l'habitacle, cette touche audacieuse que personne n'osait plus. La sellerie mi-cuir, le petit écusson sur la custode arrière. Pour des centaines de milliers de jeunes Français, ce n'était pas un cahier des charges d'ingénieur. C'était un poster punaisé au mur d'une chambre d'adolescent. C'était le premier rêve accessible. Pas une Ferrari inaccessible dans les magazines glacés, une voiture qu'un mécanicien, un instituteur, un jeune cadre pouvait un jour, en économisant, en y croyant, finir par s'offrir. Le luxe des sensations sans le prix du luxe. Très vite, la GTI devint bien plus qu'un modèle au catalogue. Elle devint une référence, un point de repère. La presse spécialisée en fit son maître étalon. Quand une rivale sortait, c'est à la 205 qu'on la comparait, jamais l'inverse. Les jeunes gens en parlaient au comptoir des cafés, la dessinaient dans la marge de leurs cahiers, la guettaient au coin des rues pour l'entendre passer. Elle avait cette qualité rare de séduire à la fois les puristes, qui saluaient son équilibre et sa franchise, et le grand public, qui n'y voyait qu'une évidence. Elle était belle, elle était rapide, et elle était, enfin, à portée de main. La petite Peugeot avait réussi ce que très peu de voitures réussissent. Elle n'était pas seulement entrée dans les garages, elle était entrée dans les rêves d'un pays. Et ils furent nombreux à franchir le pas. Près de 333 000 exemplaires de la seule version GTI sortiront des chaînes. 333 000 rêves devenus réalité, sur les routes de campagne un dimanche matin, dans les rues des villes, au feu rouge du samedi soir où l'on se jaugeait d'un coup d'œil. Une voiture, née pour répondre à une Allemande, était devenue un morceau du patrimoine sentimental d'un pays tout entier. Mais cette voiture n'était pas née de nulle part. Elle était née d'un lieu, d'une usine, et des femmes et des hommes qui la faisaient naître, chaque matin, au son de la sirène. Chapitre 3. Mulhouse, la ville dans la ville. On croit souvent que la 205 est née à Sochaux, le berceau historique de Peugeot, là où la dynastie a bâti sa légende et où le lion rugit depuis toujours. C'est une erreur. Le berceau de cette voiture-là, et donc de la GTI, se trouve plus à l'est, en Alsace. À Mulhouse, sur les terres de Sausheim et de Rixheim,
à l'endroit qu'on appelle l'île Napoléon. L'usine de Mulhouse a une histoire particulière. Peugeot l'a créée en 1962, non pas pour assembler des voitures, mais pour fabriquer des boîtes de vitesse. Le premier véritable véhicule à en sortir, une 304, date du 5 avril 1971. Puis vint la 104, première voiture entièrement produite sur place. Et après elle, la 205. Ce site n'était pas un atelier ordinaire. Il réunissait, sous le même ciel alsacien, le montage des voitures, la fabrication des organes mécaniques, une fonderie d'aluminium et l'une des plus grandes forges d'Europe. Un monde complet où l'on partait d'un métal en fusion pour arriver, à l'autre bout, à une automobile prête à rouler. Une ville dans la ville, avec ses milliers d'habitants en bleu de travail. Et cette ville-là, comme tant de grands sites industriels français, s'est construite avec des mains venues de loin. La main-d'œuvre des usines Peugeot, à Mulhouse comme à Sochaux, fut historiquement très immigrée. Des travailleurs venus du Maghreb, des Portugais arrivés par familles entières. Des hommes d'autres origines encore débarqués avec une valise en carton et l'espoir d'une paix régulière au bout du voyage. Ce sont eux, autant que les Alsaciens et les Comtois, qui ont assemblé les 205 GTI qui ont fait rêver la France. On ne connaît pas, avec précision, la part exacte de ces ouvriers immigrés sur la chaîne de la 205 dans les années 80. Les chiffres fiables manquent et il serait malhonnête d'en inventer. Mais leur présence, elle, ne fait aucun doute. Elle était partout. Dans les accents qui se mêlaient sur la ligne, dans les gamelles partagées à la pause, dans cette France ouvrière qui parlait plusieurs langues et fabriquait, ensemble, un même objet dont le pays serait fier. Il faut imaginer le rythme de ce lieu. La sirène qui découpe la journée en tranches nettes, les 3-8 qui font tourner l'usine sans jamais l'éteindre, du premier ouvrier arrivé dans la nuit au dernier qui repart quand la ville dort déjà. Le vestiaire, ce sas où l'on passait du bleu de travail à la tenue de ville, où l'ouvrier redevenait, chaque soir, un père, un mari, un voisin. Et, au cœur de la journée, ce moment presque sacré dans la culture ouvrière française, la cantine, à midi. Pas un sandwich avalé debout devant une machine. Un vrai repas, avec une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Une heure où l'ouvrier n'était pas seulement une paire de bras loués à l'heure, mais un homme assis à table, avec ses collègues, dans la dignité tranquille d'un déjeuner partagé. Et autour du travail, il y avait tout le reste. Le comité d'entreprise, cette invention française qui organisait la vie bien au-delà de l'atelier. Les colonies de vacances où partaient les enfants des ouvriers, ceux-là même qui n'auraient jamais vu la mer autrement. Les activités, les fêtes, l'entraide discrète. Travailler chez Peugeot, à Mulhouse, ce n'était pas seulement occuper un emploi. C'était appartenir à un monde qui vous tenait du berceau jusqu'à la retraite. Ceux qui montaient la 205 savaient-ils qu'ils fabriquaient un mythe ? Sans doute pas. Pour eux, c'était le travail. Des cadences à tenir, des contrôles à passer, des gestes répétés des milliers de fois jusqu'à devenir une seconde nature, jusqu'à ce que la main sache avant la tête. Le savoir-faire logé dans les doigts. La fierté discrète de bien faire une chose difficile. C'est cela qu'il ne faut jamais oublier. Ce ne sont pas des slogans publicitaires ni des courbes de rentabilité qui ont sauvé Peugeot. Ce sont des femmes et des hommes qui arrivaient à la première équipe et qui, jour après jour, dans le bruit et la chaleur, assemblaient la voiture qui allait tout changer. Et pourtant, même dans cet âge d'or, tout n'était pas paisible. La grande usine avait ses tensions, ses colères rentrées, ses conflits sociaux qui, à la toute fin de la décennie, éclateraient au grand jour et remonteraient jusqu'au sommet du groupe. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, Mulhouse tourne à plein régime. Les chaînes crachent des 205 par milliers. Et parmi elles, ces petites bombes à liseré rouge qui font la réputation de la maison dans toute l'Europe. Aujourd'hui encore, et c'est ce qui rend cette histoire si singulière, si différente de toutes celles que l'on raconte d'ordinaire sur l'industrie française, l'usine de Mulhouse tourne toujours. Peugeot Sport la présente même comme le berceau des véhicules sportifs de la marque, avec ses quelques 333 000 GTI produites. Les chaînes n'ont pas été démantelées, les grilles ne sont pas rouillées, le lierre n'a pas envahi les ateliers. Ce n'est pas une usine morte que nous pleurons ce soir, c'est autre chose. Quelque chose de plus difficile à nommer, de plus insaisissable. Nous y viendrons. Car pendant que la 205 GTI conquérait les allées de garage de la France entière,
Une autre 205, elle, partait à la conquête du monde. Chapitre 4. Lame de feu. De la voiture des routes de campagne, on pourrait croire que Peugeot s'était contenté. On aurait tort, car au même moment, dans un atelier tenu à l'écart des regards, la marque préparait une bête d'une toute autre nature. Elle en portait le nom, elle en gardait la silhouette, mais elle n'avait plus grand-chose de commun avec la petite 3 portes du samedi soir. On l'appelait la 205 Turbo 16. Sous la carrosserie familière se cachait un monstre. 4 roues motrices, pour passer la puissance là où les autres patinaient. Un moteur turbo d'environ 1,8 litre placé non plus à l'avant, mais au centre, juste derrière le conducteur, contre son dos. Un châssis tubulaire comme une voiture de course pure. C'était en vérité une machine de compétition déguisée en voiture de série, car le règlement exigeait qu'on en produise une petite série homologuée pour la route. Détail savoureux, cette série d'homologation ne fut même pas assemblée par Peugeot, mais confiée au carrossier Heulier à Cérizay dans les Deux-Sèvres. La façade était celle de Monsieur Tout-le-Monde. Le cœur, lui, était celui d'un fauve. À la tête de cette aventure, un homme au regard froid et à l'ambition brûlante. Jean Todt. Il dirige Peugeot Talbot Sport. Plus tard, il conduira la Scuderia Ferrari au sommet, puis présidera la Fédération internationale de l'automobile. Mais en cette première moitié des années 80, Todt n'a qu'une obsession, une seule, gagner. Et pour gagner, il a une méthode, résumée dans un bon mot resté fameux dans le milieu des rallyes. Si vous voulez gagner, engagez un Finlandais. Il en engagera plusieurs. Il ne se trompait pas. La 205 Turbo 16 débute en compétition au milieu de l'année 1984, entre les mains du plus flamboyant d'entre eux, le Finlandais Harri Vatanen. Et ce qui suit tient de la razzia pure. En 1985, Peugeot remporte le titre de champion du monde des constructeurs et Timo Salonen celui de champion du monde des pilotes. En 1986, la marque récidive, nouveau titre constructeur et titre pilote pour Jura Kankkunen. 2 années, 2 doublés. La version la plus extrême de la bête, baptisée E2, développait environ 500 chevaux, dans une voiture qui portait encore, sur ses flancs, la silhouette de la petite Peugeot que l'on croisait chez le boulanger. En 2 saisons seulement, l'écurie a remporté 13 rallyes. Aux côtés de Vatanen, Salonen et Kankkunen, un pilote français, Bruno Sabi, portait aussi les couleurs de la marque. La France ne se contentait plus de conduire la 205. Elle gagnait avec elle sur tous les continents. Puis, brutalement, la fête s'arrêta. Le sport que la Turbo 16 avait dominé, cette catégorie surpuissante et sans garde-fou qu'on appelait le groupe B, était devenu trop dangereux, trop rapide, trop mortel. Les voitures allaient plus vite que la capacité des hommes à les arrêter, et les foules se pressaient au bord des routes, à portée de main des bolides. À la fin de l'année 1986, après une série d'accidents effroyables, dont celui qui coûta la vie, en Corse, au pilote Henri Toivonen et à son copilote américain Sergio Cresto, les autorités du sport automobile prononcèrent l'interdiction pure et simple du groupe B. La voiture invaincue se retrouvait, du jour au lendemain, sans terrain de jeu. Championne du monde et soudain sans championnat. Une autre marque aurait rangé ses trophées dans une vitrine et tourné la page. Peugeot, non. Todt et ses hommes prirent leur championne, la transformèrent en machine du désert, la surélevèrent, la renforcèrent et l'envoyèrent affronter l'épreuve la plus impitoyable de la planète, le Paris-Dakar. En 1987, Harri Vatanen s'imposa au terme d'une remontée devenue légendaire. Parti d'un incident qui l'avait relégué jusqu'à la 275e place, il finit par gagner la course entière. En 1988, Kankkunen remit ça, mais non sans un épisode rocambolesque. À Bamako, la voiture de Vatanen fut tout bonnement volée en pleine épreuve. On ne vole pas une voiture de course sur le Dakar, sauf cette année-là.
Et l'histoire ne s'arrête pas à la 205. Le flambeau passa ensuite à la 405 Turbo 16, qui remporta le Dakar en 1989, puis à nouveau en 1990, toujours avec Vatanen. 4 victoires consécutives au Dakar, portées par la même lignée, née de la même petite voiture. La 205 du désert avait vaincu là où d'autres se perdaient, s'ensablaient et parfois mouraient. Regardez bien ce moment, regardez-le longtemps, car nous sommes ici au point le plus haut. Une entreprise sauvée de la faillite, une voiture aimée d'un pays entier, du garagiste au ministre. Une écurie double championne du monde des rallyes et victorieuse au Dakar, saison après saison. Le liseré rouge flottait au sommet de tout ce que l'automobile française pouvait offrir au monde. Personne, en ce printemps triomphal, ne pouvait imaginer que la chute avait déjà commencé. Qu'elle ne viendrait pas d'un crash spectaculaire, ni d'une usine fermée, ni d'un concurrent soudain plus fort. Qu'elle viendrait, au contraire, de choses beaucoup plus grises, beaucoup plus discrètes. Une norme anti-pollution rédigée à Bruxelles, un assureur qui referme son barème, une décision de stratégie prise dans un bureau feutré par des hommes en costume qui n'avaient jamais senti le train arrière d'une GTI se dérober sous la pluie d'un rond-point. L'âme de feu brûlait de tout son éclat. Elle ne savait pas encore qu'on allait, lentement, méthodiquement, et sans jamais l'avoir vraiment décidé, l'éteindre. Chapitre 5 : Le pot d'échappement empoisonné. Le titre de ce film parle d'une seule erreur, une faute unique, fatale, qui aurait tué la voiture la plus aimée de France. C'est une belle histoire. C'est aussi, il faut le dire tout de suite, une histoire fausse. Ou plutôt, une histoire à moitié vraie, ce qui est parfois pire, parce que le mensonge s'y cache dans la simplicité. Car il n'y a pas eu d'erreur unique. Il n'y a pas eu de réunion secrète où un homme se serait levé pour dire « tuons la GTI ». Ce qui s'est passé fut plus lent, plus gris et à bien des égards plus troublant. La 205 GTI n'est pas morte d'un coup de poignard, dans un geste que l'on pourrait montrer du doigt. Elle est morte étranglée, doucement, par des mains qui n'avaient jamais eu l'intention de la tuer. La première de ces mains ne portait pas de visage. C'était une norme. À la fin des années 80, l'Europe durcit ses règles sur les émissions des moteurs. Les villes étouffent, les forêts d'Europe centrale meurent sous les pluies acides, et les gouvernements décident, à juste titre, qu'il faut agir. Le pot catalytique, jusque-là facultatif, devient optionnel dès 1989, se généralise en août 1992, puis devient obligatoire en France au 1er janvier 1993. Sur le papier, c'est une avancée. L'air de nos villes en sortira meilleur et aucun homme sensé ne le regrettera. Mais pour la GTI, c'est une amputation. Pour loger ce catalyseur et respecter les nouveaux seuils, les ingénieurs doivent revoir le moteur. Le taux de compression est abaissé de 9,6 à 9,2. Et la puissance, cette puissance qui était toute la magie de la voiture, tombe. De 130 chevaux, la GTI 1,9 litre descend à 122. 8 chevaux. Cela semble dérisoire. Mais sur une voiture dont l'âme tenait précisément dans son rapport entre le poids et la puissance, cela se ressent immédiatement, dans les reins, dans la nuque, dans cette poussée qui, désormais, arrive un peu moins fort. Ceux qui l'avaient connue avant la sentaient s'assagir. La bête, doucement, rentrait les griffes. Retenez bien ceci, car c'est le premier clou planté dans le cercueil de la thèse simple. Cette perte de puissance n'est pas un choix commercial. Personne, chez Peugeot, ne s'est réuni pour décider de ramollir la GTI, de l'assagir, de la trahir. C'est la loi qui l'a exigé. La première blessure de la voiture la plus rebelle de France ne fut pas administrée par un cynique en costume dans un bureau climatisé. Elle le fut par un texte réglementaire, voté pour que nos enfants respirent mieux. On ne peut pas en vouloir à ce texte. On peut seulement constater que, ce jour-là, quelque chose a commencé de s'éteindre. Il y avait, dans cette petite perte de 8 chevaux, quelque chose de symbolique qui dépassait de loin la mécanique. Pendant 20 ans, l'automobile populaire avait vécu dans une sorte d'innocence, où la puissance et le plaisir montaient chaque année un peu plus haut,
sans que personne ne songe à en payer le prix. Cette insouciance-là prenait fin. Désormais, chaque cheval devrait se justifier devant un banc de mesure des émissions. La fête libre des petites bombes des années 70 et 80 rencontrait pour la première fois un mur. Et ce mur n'avait pas de visage, pas de nom, pas d'adresse où envoyer sa colère. Il avait la forme froide et anonyme d'un règlement européen. La deuxième main, elle non plus, n'appartenait pas à Peugeot. Elle appartenait au marché. À la fin des années 80 et au début des années 90, une véritable épidémie s'abat sur les petites sportives, en France, mais surtout de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni. Une épidémie de vol. Les GTI, légères, rapides, faciles à emmener pour qui connaît le geste, deviennent la cible favorite des voleurs et des jeunes gens qui, la nuit, s'en emparent pour le seul plaisir de les malmener dans les rues avant de les abandonner, fracassés, au petit matin. On volait ces voitures non pour les revendre, mais pour les conduire vite, une fois, jusqu'à ce qu'elles cèdent. Et les compagnies d'assurance, elles, tenaient leur compte avec une froideur implacable. Les primes explosèrent. Pour un jeune conducteur, assurer une GTI devint tout simplement impossible. Le tarif annuel dépassait parfois le prix même de la voiture. Imaginez le jeune homme qui a économisé pendant 2 ans, qui a enfin sa 205 GTI garée devant sa porte, et qui découvre qu'il ne pourra jamais la conduire légalement parce qu'aucun assureur n'en veut. Le badge qui, hier, le faisait rêver devant son poster, était devenu un badge maudit. Un signal de danger, de sinistre, de coût. Le rêve accessible ne l'était plus. Peugeot comprit le message et prit une décision qui en dit long sur l'époque. Plutôt que de tuer ses voitures de sport, la marque choisit de les débaptiser. De cacher leur nature comme on cache une fréquentation gênante. Les nouvelles sportives ne s'appelleraient plus GTI. Elles s'appelleraient S16 ou XSI. Le même caractère, la même rage, mais sous un nom sage qui ne réveillait pas les barèmes des assureurs. La presse britannique le releva avec une ironie mordante, écrivant d'une de ces voitures rebaptisées qu'elle était bien la seule à mériter vraiment le titre de GTI, mais qu'il valait mieux surtout ne pas le souffler à la compagnie d'assurance. Et le phénomène ne frappait pas que Peugeot. Toute une catégorie de voitures était en train de devenir infréquentable. La Golf GTI, la Renault 5 GT Turbo et tant d'autres petites bombes populaires connaissaient le même sort. Les mêmes vols, les mêmes primes, la même désaffection forcée. Le genre tout entier, né dans l'insouciance des années 70, se retrouvait frappé d'une malédiction collective. On ne pouvait en accuser aucun constructeur en particulier, aucun dirigeant, aucune décision isolée. C'était l'époque elle-même qui se refermait sur une certaine idée de la liberté au volant. Voilà où nous en sommes au tournant des années 90. La voiture n'est pas morte, l'usine tourne à plein régime, mais 2 forces, une norme et un marché, ont déjà commencé à vider le mot GTI de son sang, sans qu'aucune d'elles ne l'ait jamais voulu. Et pendant ce temps, dans les bureaux de la direction, un 3e acteur s'apprêtait à prendre les décisions qui, elles, porteraient bel et bien une signature. Chapitre 6. La faute stratégique. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut regarder un homme qui n'aimait pas particulièrement les voitures de sport et qui n'en avait nul besoin pour faire son métier. Il s'appelle Jacques Calvet. Calvet dirige PSA à partir du début des années 80 et pendant près de 15 ans. Ce n'est pas un ingénieur tombé amoureux de la mécanique dans l'atelier de son père. C'est un énarque, un haut fonctionnaire, un financier, un homme des bilans et des ratios. Et il faut, en toute honnêteté, lui rendre justice. Le groupe qu'il reprend est un naufrage. En 1982, Peugeot croule sous une dette de 30 milliards 500 millions de francs. C'est un gouffre. Les banques s'inquiètent, les marchés doutent, la maison vacille une fois de plus. Quand Calvet passera la main, en 1997, à son successeur Jean-Martin Fols, l'entreprise affichera 17 milliards 600 millions de francs de fonds propres. Il a redressé la maison, il l'a sauvée une seconde fois.
Personne de sérieux ne le conteste. Mais il l'a sauvée à sa manière. À la manière d'un comptable qui regarde une colonne de chiffres, et non le visage des hommes qui se tiennent derrière. Les effectifs du groupe furent réduits de plus de moitié, selon certaines sources, jusqu'à 50 000 postes supprimés. La marque Talbot, qu'on avait payée si cher quelques années plus tôt, fut purement et simplement laissée mourir. Et cette gestion de fer laissa des traces profondes. Au-dessus de Calvet veillait la famille. Pierre Peugeot présidait le conseil de surveillance, gardien d'un nom et d'une dynastie, plus que d'une ligne de voiture. Entre le financier aux commandes et la famille qui surveillait les comptes, il n'y avait plus, dans cette maison, beaucoup de place pour le passionné qui, 10 ans plus tôt, tapait du poing sur la table pour défendre une version sportive. Les Jean Boyau, les Bruno de Guibert, ces hommes qui avaient cru qu'une automobile devait faire battre le cœur autant que remplir un bilan, appartenaient déjà à une autre époque. On ne les remplaça pas. On n'en avait plus l'usage. En 1989, de longues et dures grèves paralysèrent les chaînes, à Sochaux comme à Mulhouse, sur fond de refus d'augmentation de salaire. Les ouvriers qui, quelques années plus tôt, avaient assemblé la voiture qui sauvait l'entreprise, réclamaient leur part du redressement. On la leur refusa. Le conflit prit alors un tour presque théâtral, quand un journal satirique publia les feuilles d'impôt de Jacques Calvet lui-même, en plein bras de fer. Les ouvriers purent lire, noir sur blanc, dans quel monde vivait l'homme qui leur demandait de se serrer la ceinture. Ce n'était pas leur monde. Ce ne l'avait jamais été. Ces grèves ne sont pas une parenthèse dans notre histoire. Elles en sont le décor exact. Car ce sont les mêmes ouvriers, sur les mêmes chaînes de Sochaux et de Mulhouse, Alsaciens, Comtois, Maghrébins, Portugais, qui montaient la 205 GTI le jour et débrayaient le lendemain. La voiture qui incarnait, pour toute une jeunesse, la liberté et l'ivresse, sortait des mains d'hommes à qui l'on refusait quelques francs d'augmentation. Il y a là une vérité que le mythe préfère oublier. La petite bombe joyeuse et insouciante était le fruit d'un travail dur, tendu, parfois amer. Elle n'est pas née dans la fête. Elle est née dans l'atelier, avec tout ce que l'atelier porte de fatigue et de dignité. C'est donc cet homme, ce financier lucide et froid, entouré d'une famille prudente, qui allait présider à la décision la plus lourde de conséquences pour notre histoire. Non pas, encore une fois, une décision contre la GTI, une décision contre la 205 tout entière. Au début des années 90, il fallait remplacer la voiture qui avait sauvé Peugeot. Et là, la direction fit un choix stratégique qui, sur le papier, paraissait d'une logique parfaite. Plutôt que de donner à la 205 une héritière directe, on décida de la couper en deux. Par le bas de la gamme, une toute petite voiture, la 106, lancée en 1991. Par le haut, une compacte plus grande, la 306, lancée en 1993. Deux voitures pour en remplacer une seule. On couvrait plus de terrain, disait-on. La logique semblait imparable. Elle était fausse. Entre la 106 et la 306, il restait un vide. Le vide exact qu'occupait la 205. Celui de la voiture polyvalente, ni trop petite, ni trop grande, qui affrontait de plein pied les Volkswagen Polo et les Ford Fiesta au cœur du marché européen. La 106 était trop petite pour ces clients-là. La 306 était trop grande et trop chère. Entre les deux, un acheteur sur deux qui aurait choisi une Peugeot allait voir ailleurs, chez Volkswagen, chez Ford, chez Renault. Chaque mois, des dizaines de milliers de ventes s'évaporaient ainsi, non pas volées par un rival plus fort, mais offertes par une case laissée vide sur un tableau de gamme. Il fallut des années pour reconnaître l'erreur et tenter d'y remédier. Le programme d'une véritable héritière, la 206, ne fut approuvé par Jacques Calvet que le 7 avril 1994. Tard. Beaucoup trop tard. Et le destin a parfois des ironies cruelles. Le dessin de cette 206 fut confié, en partie, à Gérard Velter, le même homme qui, 15 ans plus tôt, avait donné son visage à la 205. Celui qui avait ouvert le bal fut rappelé pour en réparer les dégâts.
Mais le temps que la 206 arrive enfin sur le marché, la Golf, en face, avait eu tout le loisir de s'installer comme la référence absolue du segment. Une place qu'elle n'a plus jamais rendue depuis. Quand elle parut enfin, à la toute fin de la décennie, la 206 connut d'ailleurs un immense succès commercial. Elle se vendit, elle aussi, par millions, et sauva les comptes une nouvelle fois. Mais sur le terrain qui nous occupe, le mal était fait. Peugeot avait retrouvé un best-seller. Il n'avait pas retrouvé une légende. Et il faut être juste avec Jacques Calvet jusqu'au bout. Il n'a pas détesté la GTI. Il ne l'a probablement même pas remarqué, noyé qu'elle était parmi les milliers de lignes d'un compte de résultats. C'est précisément là que se niche le drame. La voiture qui avait sauvé Peugeot était devenue, pour ceux qui dirigeaient désormais Peugeot, une donnée parmi d'autres. Ce qui l'avait fait naître, la passion, la peur, le pari fou d'ingénieurs acculés au pied du mur, n'avait plus aucune traduction dans le langage des nouveaux maîtres de la maison. On ne défend bien que ce que l'on voit. Et la GTI, on ne la voyait plus. Les historiens de l'automobile ne s'y sont pas trompés. L'historien Jean-Louis Loubet, spécialiste de l'industrie automobile française, résuma le bilan de l'ère Calvet d'une formule mesurée et cruelle. Une politique efficace, dira-t-il, mais avant tout financière. Tout est contenu dans ces deux mots. Avant tout. On avait sauvé l'entreprise, on avait en chemin un peu oublié pourquoi elle existait. Et c'est ici que la thèse de l'erreur unique s'effondre pour de bon. Cherchez, dans toute cette histoire, la décision explicite d'assassiner la GTI. Vous ne la trouverez nulle part. Elle n'existe pas. Il n'y a jamais eu de note de service ordonnant l'exécution de la voiture la plus aimée de France. Il y a eu une norme anti-pollution que l'on a subie. Il y a eu une épidémie de vol et des assureurs affolés. Il y a eu une stratégie de gamme qui n'a pas fonctionné. Il y a eu un financier brillant qui pensait en actif et en passif et non en frisson du dimanche matin. Chaque décision, prise isolément, était défendable, raisonnable, parfois même sage. C'est leur addition qui fut mortelle. C'est une chose difficile à admettre pour qui aime cette voiture. Nous voudrions un coupable, un nom à graver dans le marbre du ressentiment, un homme qui aurait dit non à la GTI, qui l'aurait sacrifié par bêtise ou par cupidité. Il n'y en a pas. Il n'y a que des dirigeants qui faisaient leur travail, des ingénieurs qui respectaient la loi, des assureurs qui calculaient un risque, des comptables qui équilibraient des comptes. Chacun à sa place, chacun dans son droit. Et au bout de cette longue chaîne de gens raisonnables, une déraison. La disparition de la chose même qui avait sauvé la maison. La trahison, s'il faut employer ce mot lourd, ne fut pas idéologique. Elle fut comptable. Chapitre 7. La dernière série. La fin, quand elle vint, ne fit aucun bruit. Il n'y eut pas de dernière course héroïque, pas de baroud d'honneur sur un circuit, pas de cérémonie, pas de discours, pas de fanfare. La GTI ne s'est pas éteinte dans la gloire et la fumée d'un moteur poussé une dernière fois. Elle s'est éteinte dans un catalogue. Il faut mesurer le contraste. Le 24 janvier 1983, on avait présenté la 205 au monde entier, en fanfare, comme le sauveur d'une grande maison française. 11 ans plus tard, on retirait sa plus belle version, sans un communiqué, sans un regret public, sans même que la presse s'en émeuve vraiment. La version 1,6 litre s'arrête en août 1992. La reine, la 1,9 litre, tient encore un peu, puis s'arrête à son tour en avril 1994. Sur les documents commerciaux, une ligne disparaît. C'est tout. Un jour de semaine ordinaire, la dernière 1,9 litre est descendue de la chaîne. Personne n'a photographié l'instant. Personne n'a pensé à le faire. On avait fait des images pour le lancement. Des dizaines, des centaines, dans la lumière étudiée des studios. Pour la fin, rien. La fin des choses aimées est rarement documentée. On croit toujours qu'il reste du temps. Ceux qui, 10 ans plus tôt, avaient inventé cette voiture la peur au ventre, en jurant que leur survie en dépendait, n'étaient plus là pour la regarder partir. Jean Boyau avait quitté la scène. La génération des passionnés avait cédé la place à celle des gestionnaires. Le nom lui-même finit par s'effacer des carrosseries. Là où 3 lettres rouges avaient fait rêver toute une jeunesse, on ne mit bientôt plus rien, ou l'on mit autre chose.
La marque avait appris à avoir un peu honte de sa propre légende. Les concessionnaires écoulaient les derniers stocks. Les remises grandissaient. La voiture qui 10 ans plus tôt se vendait avec des mois d'attente finissait bradée pour faire de la place au modèle neuf. C'est ainsi que meurent la plupart des reines. Non pas décapitées dans un grand fracas, mais soldées, discrètement, en fin de saison. La 205 elle-même s'attarda encore, comme une invitée qui ne veut pas quitter la fête après que la musique s'est tue. Elle disparut du catalogue britannique dès 1996. En France, on continua de la produire jusqu'en 1998, et elle s'en alla dans 2 finitions au nom lourd de sens. L'une s'appelait « Sacré Numéro », ce surnom affectueux de ses tout débuts, revenu pour l'accompagner jusqu'au bout. L'autre s'appelait « Génération ». Génération. Comme si la marque, sans oser le formuler, savait exactement ce qu'elle était en train de perdre. Non pas une voiture, une génération entière de conducteurs qui avaient grandi avec elle, appris à conduire avec elle, vécu leurs premières ivresses au volant avec elle. 2 noms pour un adieu, l'un tourné vers le passé, l'autre vers ceux qui restaient. Aucun des deux ne disait la vérité toute nue, qui était plus simple et plus triste. Cette voiture-là, on ne la referait plus. Il y avait encore, dans les ateliers, des hommes qui l'avaient assemblée dès le premier jour. Certains prirent leur retraite l'année même où elle disparut. Ils avaient commencé leur carrière avec cette voiture. Ils la terminaient avec elle. Une vie d'ouvrier entière tenait ainsi entre 2 dates de catalogue. Regardez ce que le mot GTI était devenu en l'espace de 10 ans. À sa naissance, il désignait un rêve à la portée du plus grand nombre, une promesse d'ivresse pour le prix d'une voiture populaire. À sa mort, il désignait un risque assurantiel, un nom que l'on n'osait plus inscrire sur une carrosserie. Entre les deux, il n'y avait pas eu de crime. Seulement une longue suite de bonnes raisons. On imagine toujours que les grandes choses meurent grandement, que les légendes s'éteignent dans un dernier éclat, un dernier tour de piste, un dernier rugissement de moteur. La vérité est plus humble et plus glaçante. Les légendes, le plus souvent, meurent un jour de semaine, dans l'indifférence d'un service comptable, entre 2 réunions. Elles ne font aucun bruit. C'est nous qui faisons du bruit à leur place, des années plus tard, quand nous comprenons enfin ce que nous avons laissé filer. Aucun journal télévisé n'annonça la nouvelle. Aucun ministre ne prononça d'éloge. La France, qui allait bientôt pleurer cette voiture avec une ferveur presque amoureuse, la laissa partir sans lever les yeux de son quotidien. Le deuil viendrait plus tard. Le deuil vient toujours plus tard. Il faudrait pour cela qu'une génération grandisse. Que les adolescents qui avaient punaisé le poster au mur deviennent des hommes, avec un peu d'argent de côté et beaucoup de nostalgie au cœur. Ce jour-là seulement, le pays comprendrait qu'il avait laissé filer, sans y prendre garde, l'une des plus belles choses qu'il eût jamais fabriquées. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Pour l'heure, la 205 GTI n'était pas encore un mythe. Elle n'était qu'une voiture d'occasion de plus, un peu vieillissante, dont la cote baissait comme celle de n'importe quelle autre. La sirène de Mulhouse, elle, a continué de sonner. Les chaînes ont continué de tourner. D'autres voitures ont pris la place de la 205 sur les lignes de montage. Les ouvriers ont continué d'arriver à la première équipe, de partager la gamelle à midi, d'assembler avec le même soin des automobiles que d'autres, peut-être, aimeraient un jour. Mais sur les routes, elles étaient encore des centaines de milliers à rouler. Le mythe, lui, ne s'éteignait pas. Il se déplaçait simplement. Il quittait les concessions, où l'on ne pouvait plus l'acheter neuve, pour s'installer dans les petites annonces, dans les garages, dans les souvenirs. La voiture avait cessé d'être un produit. Elle commençait, déjà, à devenir une relique. Chapitre 8. Ce qu'ils n'ont pas tué. Et pourtant, ici, l'histoire vraie refuse de se plier à la légende. Car si l'on écoute jusqu'au bout la thèse de départ, ils ont tué la GTI, ils ont tué l'esprit sportif, ils ont tout détruit, on se heurte à un fait gênant. Un fait qui complique tout et qui rend le récit véritable bien plus riche que le conte. Ils n'ont pas tout tué. Loin de là. Regardez la 309 GTI 16 soupapes. 160 chevaux, le moteur d'une berline plus grande greffé dans une compacte,
une tenue de route jugée presque trop redoutable pour le quotidien. Regardez la 106 Rally, dépouillée, pure, devenue à son tour objet de culte, fidèle à la philosophie de la 205 des origines. Et regardez surtout la 306 GTI 6, 167 chevaux, une boîte à 6 rapports, saluée comme l'une des meilleures compacts sportives de son temps, primée à plusieurs reprises outre-Manche. Sa cousine, la 306 Rally, allégée de 65 kg et produite à 500 exemplaires, est vénérée comme un trésor. Or, toutes ces voitures sont postérieures à la 205, nées sous cette même direction que la légende accuse d'avoir tout sacrifié à la rentabilité. La 306 GTI 6 et la 106 Rally comptent, sans la moindre exagération, parmi les meilleures compacts sportives jamais construites. On ne peut pas, dans le même souffle, accuser Peugeot d'avoir tué l'esprit GTI et reconnaître qu'il a produit, juste après, quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre du genre. Il faut corriger une autre idée reçue. On imagine que le marché a basculé vers Renault du jour au lendemain. C'est faux. La véritable héritière du trône, ce fut la Renault Clio Williams en 1993. 150 chevaux, 2 litres, moins de 1000 kilos. C'est elle qui détrôna réellement la 205 et fit de Renault la nouvelle référence de la sportive populaire. Mais ce basculement s'étala sur le milieu des années 90, pas en une seule saison. Grâce à la 306, Peugeot resta longtemps dans la course. La couronne a changé de tête, oui, mais lentement, dignement, disputée pied à pied. Alors où se trouve la vraie rupture ? Elle est plus tardive et plus précise. Elle porte un nom, la 206 GTI 180, apparue en 2003. Cette voiture, censée renouer avec la légende, pesait 1100 kg, soit près de 28% de plus que les 860 kg de la 205 d'origine. La légèreté, l'âme même de la recette, la clé de tout, avait disparu. La presse fut sévère, en retard sur son temps, infidèle à son propre héritage. Le journaliste britannique Jethro Bovingdon, comparant cette Peugeot alourdie à la Clio de Renault, résuma tout d'une formule devenue culte. La vraie descendante de la 205 GTI existait bel et bien, sauf qu'elle était désormais construite par Renault. Et il faut ajouter une dernière cause, que la thèse de l'erreur unique ignore superbement. À la fin des années 90, Peugeot souffrit d'une réputation de fiabilité en baisse. Les ennuis électriques de la 307 devinrent une plaie connue de tous les garagistes. Ce déclin de qualité, sans rapport aucun avec la sportivité, rongea le prestige de la marque par un tout autre flanc. La perte de l'aura ne vint donc pas d'une seule blessure bien nette. Elle vint de plusieurs, à des endroits différents, au même moment. Chapitre 9. Le mythe et le remords. Le temps, dit-on, finit par rendre justice. Il a rendu à la 205 GTI une justice éclatante et légèrement cruelle. Aujourd'hui, un bel exemplaire se négocie sans peine entre 20 et 25 000 euros. Une 1,9 litre de 1987, à très faible kilométrage, s'est vendue 82 960 euros lors d'une vente aux enchères en 2022. Quant au rarissime Turbo 16 d'homologation, elle dépasse désormais 400 000 euros. La voiture qu'un jeune ouvrier pouvait s'offrir en économisant est devenue un objet que ce même ouvrier, aujourd'hui retraité, ne pourrait plus jamais se payer. Le culte est tel qu'on la ressuscite. Un préparateur britannique, la maison Tollman, propose depuis 2024 une 205 entièrement reconstruite. Un moteur 16 soupapes emprunté à la 306 GTI 6, plus de 200 chevaux, le 0 à 100 en 6 secondes 5, le tout ramené sous les 900 kg. Le prix commence à 55 000 livres et peut grimper jusqu'à 125 000. Au Royaume-Uni, où l'on comptait jusqu'à 55 000 de ces GTI sur les routes, il n'en resterait plus qu'un petit millier en état de rouler. Peugeot lui-même a tenté la rédemption. En 2014, la marque lança la 208 GTI du 30e anniversaire. 208 chevaux, un liseré rouge sur les flancs, des étriers de frein signés Peugeot Sport et, sur la custode, le nom même de son illustre aîné. Presque un aveu. Car on ne rend hommage qu'à ce que l'on a perdu. La presse le nota sans méchanceté. Aucune 208, si réussie fût-elle, n'aurait jamais l'aura de la 205. Le mot de la fin revient peut-être à un dirigeant de la maison. Interrogé sur une possible nouvelle sportive, Jérôme Micheron, alors directeur produit de la marque, expliqua sans détour que le marché des versions sportives s'était effondré, écrasé par les réglementations sur les émissions de CO2.
Voilà la seule véritable explication, dite tout haut par un homme de la maison. Pas un complot, pas une haine de la vitesse. Un marché qui se referme, une réglementation qui se durcit, une époque qui passe. Et c'est là ce qui rend cette histoire si singulière. Nous avons suivi le récit d'une chute. Mais il n'y a pas de ruine au bout du chemin. Pas de grilles rouillées, pas de halles envahies par les herbes, pas de plaques que plus personne ne lit. L'usine de Mulhouse est toujours là, bien vivante, ses chaînes toujours en mouvement, ses ouvriers toujours à l'ouvrage. Ce n'est pas un lieu que nous pleurons ce soir. On n'a pas fermé l'usine, on a fermé une idée. L'idée qu'une petite voiture légère et brute, pour le prix d'une berline sage, pouvait offrir à un homme ordinaire quelques minutes d'ivresse pure sur une route de campagne. Cette idée-là ne fut pas tuée d'un coup de couteau. Elle s'éteignit à petit feu, sous le poids accumulé de bonnes raisons, sans que personne, jamais, n'ait signé l'ordre de sa mort. Les murs sont toujours debout, c'est ce qu'ils fabriquent qui a changé. Et quelque part, ce soir, sur une route mouillée, un conducteur qui n'a plus 20 ans se souvient encore de la sensation d'un petit volant sous ses paumes, d'un train arrière nerveux prêt à se dérober, et de cette règle qu'on se transmettait comme un secret de survie. Surtout, quoi qu'il arrive, ne jamais lever le pied.